Avant de parler du Togo et des recettes fiscales qui ont augmenté de 70% en 7 ans, on continue les discussions sur le Mali. Komi Mayaba, vous aviez la parole. Et ma question, vous avez encore 2 minutes, puisque Constant Lemou n'a pas encore parlé. Pourquoi ces manifestations contre la CEDEAO? C'est vrai, ces manifestations, c'est comme aujourd'hui, Michel, je suis en conflit avec toi, je sais que peut-être tu es fort plus que moi, et tu dis, ah, je vais te donner un coup de bâton, ou je te donne un coup de bâton. On dit, si tu ne plies pas, je ne vais pas en sortir ou je ne vais pas revenir. Maintenant, même si tu te dis que non, même si tu ne sors pas ta massue, je vais peut-être résister, mais il faut pour faire montrer que ce que tu m'as fait n'est pas bon, je dois crier. En fait, c'est ça le problème. C'est ce qui explique en fait cette sortie-là ou ces manifestations qui commencent à s'organiser au niveau du Mali. C'est pour faire montrer que ce que fait la CEDEAO n'est pas légal. Enfin, quand on parle de légalité, non, n'est pas sérieux. Donc, en fait, d'aucuns peut-être pouvaient le penser autrement pour dire que la sanction de la CEDEAO n'est pas peut-être qu'au niveau de l'appartenance de la CEDEAO. Vous savez que ces deux réunions simultanées qui ont eu lieu, la CEDEAO et puis celle de l'UMOA. De l'UMOA, sont organisées pour des sanctions économiques, enfin pour des sanctions financières, parce que les gels des autorités, des avoirs du Mali ont été gelés, les avoirs du Mali ont été gelés. Donc tout ça là, on ne pouvait que manifester contre cette façon de faire. Donc aujourd'hui, est-ce que la question peut-être que je peux peut-être vous permettre de poser, c'est de voir si ces manifestations auront un écho favorable. On pose la question plutôt à Constant Lemou. Oui. Ces manifestations auront un écho favorable. Moi, à mon avis, puisque les Maliens sont divisés. Pour peut-être passer, donner la main à Constant. Moi, je me dis aujourd'hui que ces manifestations aient un écho favorable ou pas. Mon avis, il va falloir que quelqu'un dise non, ce que vous faites n'est pas bien. Maintenant, c'est un bras de fer qui est lancé entre le Mali et la CEDEAO. L'espace communautaire peut-être pense que en infligeant des sanctions au Mali, la junte peut replier peut-être pour revenir à la norme comme il le pense. Mais je dis, au fait, ici, ce qui se passe, ce n'est pas une question d'infliger des sanctions, mais c'est une question de négociation. Quand la junte dit entre 6 et 9 et 5 ans, l'écart est grand, mais on peut discuter pour harmoniser les positions. Elle n'a pas tenu coûte que coûte, la junte n'a pas tenu coûte que 5 ans après, on organise des élections après 5 ans. Non, mais je veux dire aujourd'hui que la CEDEAO allait plus vite en besoin. C'est pourquoi un analyste dira que c'est peut-être, elle a été instrumentalisée. Donc, si c'est comme ça que ça doit se passer aux yeux du monde, ça trouve véritablement que l'Afrique est en train de perdre des repères. Et s'il faut attendre que c'est les pays occidentaux qui viennent nous dicter les lois pour que nous puissions agir, c'est honte aux Africains. Alors, Constant Lemou, vous avez la parole. Est-ce que ces manifestations iront loin? Puisque d'autres manifestations sont prévues. Ceux qui ne sont pas pour la junte militaire au pouvoir également, programme de manifester à Bamako. Merci Michel. Je pense que la plus facile des manières, c'est de dire que ce sont des manipulations, tantôt du pouvoir, tantôt de l'opposition, de la CEDEAO, de la France. Mais il faut aller au-delà pour comprendre quels sont les enjeux réels de ces sanctions. À quoi répondent ces sanctions? Officiellement, on veut contraindre la CEDEAO on veut contraindre la junte militaire à aller rapidement aux élections et revenir à l'ordre constitutionnel. Alors, j'aurais plutôt compris, ça aurait plus de sens qu'on dise non, que la junte quitte et qu'on rétablisse IBK. C'est ça le retour à l'ordre constitutionnel. En fait, mais quand on demande à la junte d'organiser les élections, là, ce n'est pas un retour à l'ordre constitutionnel.
Ça veut dire qu'on a reconnu que Ibeka n'était pas un président constitutionnel. Qui? Et pourtant... Je n'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire c'est logique. C'est-à-dire on dit retour à l'ordre Ouais, constitutionnel. allez-y, il va comprendre par la suite. Oui. La CEDEAO nous fait savoir que Ibeka n'était pas un président constitutionnellement élu. Non, constitutionnellement élu. Il est constitutionnellement élu. Je dis bien, la CEDEAO aurait dit Ah, d'accord. que la junte quitte et qu'on rétablisse Ibeka au pouvoir. C'est ça le retour à l'ordre constitutionnel. Mais si on demande... On a fait avec Léon Mba. Oui, oui. Quand on a fait le coup d'État à Léon Mba, Si, on a ramené Léon Mba. si on demande à la junte d'aller aux élections, ça veut dire qu'on reconnaît que Ibeka n'est pas un président constitutionnellement élu. Et quand on revient aux conditions dans lesquelles Ibeka a été élu pour son deuxième mandat, on comprend facilement que la CEDEAO avait entériné ce qu'il ne fallait pas. D'abord, le taux de participation était à moins de 30%, Oui. plus précisément 27,36%. Et les élections ont eu lieu sur un territoire de presque un tiers, moins de 2 tiers du territoire malien avaient voté. Le reste était laissé au mouvement de l'extrême, disons, aux djihadistes. Aujourd'hui, la lutte contre le djihadisme ne s'est pas améliorée en réalité. Le pouvoir malien, la junte militaire, n'a pas encore la maîtrise sur l'ensemble du territoire. La CEDEAO n'a pas aidé Ibeka, n'a pas aidé non plus la junte à avoir la maîtrise du territoire pour organiser les élections et permettre à tous les Maliens sur toute l'étendue du territoire de pouvoir voter. Alors, où est-ce qu'on veut organiser les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali? Est-ce que ce sera fait en Côte d'Ivoire, au Togo ou au Nigeria? Ou plutôt en France? Pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'organiser les élections dans ces conditions d'insécurité généralisée. Depuis 8 ans, la CEDEAO est au Mali. Non pas pour sécuriser des Nations Unies. Non pas pour sécuriser les élections, pour combattre l'extrémisme violent. Depuis 8 ans, l'extrémisme violent a gagné le terrain. Nous sommes d'accord. Et c'est dans ces conditions d'insécurité généralisée qu'on demande à la junte militaire d'organiser les élections au Mali. Nous avons vu dans plusieurs pays le report des élections parce qu'il y avait des problèmes d'insécurité qui ne permettaient pas aux électeurs, à tous les citoyens en droit de voter, de le faire. Mais pourquoi au Mali? Franchement, le problème malien n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel. Ouais, c'est quoi la CEDEAO le sait. Même j'ai eu pitié quand j'ai vu la réunion des chefs d'État à Accra. Ils m'ont ressemblé à des marionnettes françaises. Ils m'ont ressemblé beaucoup plus aux rabatteurs. Même ceux du Ghana, du Nigeria, des pays lusophones. Mais on parle de la CEDEAO. Ils m'ont ressemblé aux rabatteurs du 16e, 17e siècle, au temps d'esclavage, où on donne quelques morceaux de sucre aux Africains et ils livrent leurs frères. Ils partent à la chasse de leurs frères qu'ils livrent aux négriers. C'est à quoi ce rassemblement m'a ressemblé. Mais alors, je me pose la question. Pourquoi est-ce que la présence russe
inquiète la France, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Pour vous, c'est ça le problème. Comme Maurice aussi l'a dit. C'est ce qui inquiète la France. Et pourquoi? Le président Toumani Touré a été renversé à quelques mois de la fin de son mandat. La CEDEAO n'a pas réclamé le retour à l'ordre constitutionnel, suivi de la flambée de la violence et l'occupation d'une grande partie du Mali. Raison pour laquelle est né Barkhane, est né la MINUSMA. Depuis 2012 jusqu'en 2022, dites-moi quel est le résultat. Je suis un peu surpris. Donc, les Russes sont là pour le résultat. C'est ça. C'est ce que je me dis parce que la présence russe a déjà fait engranger quelques résultats sur les djihadistes. Je l'ai appris comme vous. Je disais, dans cette mission, dans cette MINUSMA, dans cette Barkhane, je ne sais pas quel est réellement l'objectif. Je suis surpris qu'à l'Assemblée nationale togolaise, aucun député n'a encore interpellé le ministre de la Défense ou le ministre de la Sécurité, Des Affaires étrangères même. le ministre des Affaires étrangères, pour s'expliquer pourquoi les soldats togolais meurent au Mali. Il n'y a pas encore d'interpellation. Je me pose la question, pourquoi? Pourquoi nous perdons nos frères ou nos sœurs au Mali? Pour quel résultat? Les sanctions qui ont été prises contre le Mali, est-ce qu'on est sûr que le Mali sera le seul à souffrir? Justement. Je prends mon pays. Que le directeur général du port autonome de Lomé nous dise En termes d'entrée financière. quelle est la part C'est ça. des transactions du Mali au Togo. Par rapport au Ouais, Et la ce que CEDEAO, ça- en prenant cette décision, Ensuite- c'est aussi qu'elle va subir. Ensuite, Ouais. les Togolais qui travaillent dans les entrepôts maliens au Togo, à On ne Lomé. peut pas punir son enfant Que sans deviennent- avoir aussi mal. Hein, Que parce c'est deviennent votre sang aussi. les On travailleurs sent le mot. togolais qui sont employés dans ces entrepôts? Ça, c'est une parenthèse. Mais je dis, si les chefs d'État africains de la CEDEAO, excepté la Guinée, ont décidé de se laisser jouer ou du moins servir à la manipulation française, il y a lieu de craindre la désolidarisation, la désolidarité ou même la désolidarisation du peuple ou des peuples africains, des peuples des différents pays avec leur pouvoir. C'est ce qu'on Parce sent, mais surtout qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. tout le monde a C'est compris. l'impression qu'on a sur les réseaux Ce n'est sociaux. pas une impression, c'est une réalité. En réalité, les gens ne comprennent pas. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui souffre du fait que les ressources africaines ne profitent pas aux Africains, mais plutôt, selon les zones d'occupation, soit à la France, soit aux États-Unis, soit à la Russie, ainsi de suite, dans le monde. Je ne sais pas quel citoyen de quel pays, constatant ce comportement des chefs d'État, sera encore de cœur avec leurs dirigeants. Heureusement, en lisant entre les lignes, on se rend compte que ce ne sont pas tous les chefs d'État qui sont effectivement partants pour ces sanctions. Les gens voient la Beaucoup. signature, eux tous sont signés. Oui, Bon, ils se beaucoup sont fait réservés. représenter. Et là, justement, beaucoup se sont fait représenter. Présentés, y Parce compris le que, chef de l'État togolais. exactement. Bon, on ne connaît J'allais pas le en motif venir. réel. Non, mais. Non. Quand vous bon. cherchez Le tout, motif réel. je vais vous dire, explique- il y avait Ouais. déjà un signe très fort. Ça dit tout. Prenez le sommet de Dakar, où le président togolais, entouré des présidents Macky Sall, et l'autre président, c'était... Ivoirien. Non, non, c'était c'est pas pas l'Ivoirien.
ils ont présenté la situation des pays africains vis-à-vis des accords avec le Fonds monétaire international et l'ensemble des partenaires occidentaux. Jusqu'à ce jour, dites-nous, en quoi la présence française a avancé quel pays dans la CEDEAO? Quel pays? Le retour à l'ordre constitutionnel, les principes démocratiques, depuis le discours de la Baule jusqu'en 2022. Dites-moi en quoi un pays a avancé parce qu'on a adopté la démocratie. Peut-être le Togo, puisqu'on va parler de lui pour changer. Le Togo n'a pas avancé si les Togolais eux-mêmes n'avaient pas pris sur eux d'avancer par eux-mêmes. Ce n'est pas la démocratie qui a fait avancer le pays. Nous verrons comment les recettes fiscales, le budget a évolué lorsque les Togolais ont décidé d'assainir par eux-mêmes leurs finances. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir. On va donner la parole à Komi Mayaba. On passe au Togo. Les recettes fiscales ont augmenté de 70% en 7 ans avec l'OTR. Et c'est ce que Constant Lemou souligne tout à l'heure. Vous avez traité ce sujet, Komi Mayaba? Oui, constamment. Parce que vous savez, depuis 2014 qu'est né OTR. Vous savez, dès la première année de sa mise en place. 2014, ça fait bientôt 8 ans. 8 ans. Oui, 7 ans. Parce que le truc qui est fait, c'est de 2014-2021, qui a donné des résultats. Ah oui, 7 ans, voilà. 7 ans. Donc ici, depuis 2014, la première année de sa mise en place, ils ont fait des recettes allant de presque 5 milliards de francs CFA. Vous voyez? Donc, cette année 2021, ils sont allés faire pratiquement 8 milliards de francs CFA. Ça veut dire que constamment, vous allez voir que malgré même à des niveaux, il y a du recul lié justement à certaines situations. Quand vous prenez entre 2017-2018, la situation socio-politique n'était pas aussi stable. Et donc, ça a eu un effet sur les activités économiques dans le pays. Donc, ça a eu une régression de pratiquement 4 milliards de francs CFA ont eu quand même de recul. Donc, ici, c'est pour dire quoi? Les efforts menés ou entrepris par l'OTR depuis sa mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui sont tangibles. Donc, c'est pour dire que l'OTR est une structure aujourd'hui étatique qui donne quand même un pouce en matière économique au niveau du Togo. Donc c'est pourquoi dans la plupart des recettes, puisque quand vous prenez le budget actuel qui est évalué à pratiquement 1200 et quelques milliards, 1700 j'allais dire, quelque chose milliards. Ça veut dire que la part réservée à l'OTR est énorme. Pratiquement 8 milliards, c'est énorme. Donc, c'est que les efforts entrepris par le Togo dans la mise en œuvre de l'OTR, depuis la mise en œuvre en place de l'OTR, a fait donner un pouce à l'économie togolaise. Mais la grande question qu'on pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que on a annoncé des chiffres alléchants. On parle de pratiquement 1700 et quelques milliards de budget d'État. L'OTR serait allé pratiquement à 8 milliards de recettes. Est-ce que le panier de la ménagère est... Ça, on va poser cette question tout à l'heure. D'abord, on va donner la parole à Auris Donkovi qui va donner aussi son avis sur cette augmentation de 70%. Bon, mais que dire? Alors, on a vu comment l'OTR s'est installé. Bon, on fait un bilan, on trouve que 70% d'augmentation, mais que dire? C'est un chiffre, personne ne dira que ce chiffre n'est pas plaisant. Maintenant, après, c'est, si vous voulez, comment est-ce que cela se ressent au niveau des populations? Comment est-ce que, comment dirais-je, on constate la bonne mine de l'économie togolaise? Après, moi, j'ai quand même des questionnements. Ils sont de l'ordre de que va nous coûter le Covid, la crise du Covid. Ils sont de l'ordre de la consommation locale et donc des entreprises locales, de leur développement, parce qu'on est plus
j'ai l'impression qu'on est plus axé sur des privatisations et plus axé sur des entreprises qui viennent investir au Togo. Donc, la question est celle de l'accompagnement des entreprises togolaises. Et puis, il y a, si vous voulez, cette chose qui est très subtile, qui est celle de nos économies, qui concerne le secteur informel, que l'on veut coûte que coûte formaliser. Et là, je dis, il faut le faire de façon subtile, il faut le faire avec méthode, il faut le faire avec flexibilité, parce que le Togo, justement, qui a déjà connu des sanctions économiques, à l'époque, dans les années 90, a tenu justement parce qu'il y avait un secteur informel particulièrement dynamique qui soutenait les populations. Et c'est quelque chose qu'il faut noter. Je pense que dans les projections d'émancipation économique du Togo, il faut, quand on formalise ce secteur, ne pas le faire à l'occidental. Il faut créer le nouveau paradigme qui permette de, comment dirais-je, de se servir de cette capacité du secteur informel à être hors du système prédateur qui est en vogue. Ouais. Parce que quand ça a pété, quand on a fermé les vannes, c'était le secteur informel qui soutenait les populations. C'est-à-dire, il était tellement... alors, je dirais que on aurait été beaucoup plus retors sur la gestion de l'État, beaucoup plus retors sur les questions de corruption, que ça aurait pu être mieux. Parce que lors de cette période où le Togo était sous sanction, on arrivait quand même à faire des motions de soutien, à distribuer de l'argent. Donc, ce qui veut dire que il y avait de la ressource pour réinjecter dans l'économie et faire quelque chose de grandiose. C'est pour ça que je dis, OK, s'il y a des entrées au niveau de l'OTR, bravo, mais maintenant, il faut le réinvestir dans la capacité des acteurs qui vont investir dans la productivité locale, dans la consommation locale, dans les services, dans, comment dirais-je, le désenclavement des régions et ainsi de suite. Il faut réinvestir cet argent dans ces acteurs-là. Par exemple, actuellement, il y a des choses qu'on se fait sur lesquelles on ne parle pas. On ne parle pas, par exemple, de l'expérimentation d'un certain nombre de professeurs de l'université de Lomé qui vont faire des fermes agroécologiques expérimentales qui peuvent permettre à nos régions d'être autonomes d'un point de vue alimentaire. Ouais, et par exemple, ces secteurs-là, ils ont besoin qu'on injecte de l'argent dedans. Il va pas falloir, il faut pas que ce soit toujours l'extérieur qui intervienne. Oui, Constant Lemou, vous allez parler de l'augmentation et également de la question de Komi Mayaba. Est-ce que cela peut agir dans le panier de la ménagère? Parce que c'est ce qui intéresse plus les Togolais. Lorsque les indicateurs macroéconomiques sont favorables, ça veut dire que le pays avance. Et quand on dit le pays avance, ce n'est pas le territoire, ce n'est pas le sol, ce n'est pas le sable. C'est les hommes. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Et il ne peut pas avoir croissance s'il n'y a pas effet sur le panier de la ménagère. Bien sûr, il peut y avoir, mais pas de redistribution. Justement, il peut y avoir un décalage, justement. C'est à cela que je voulais en venir. Il peut y avoir un décalage entre le temps des indicateurs de la croissance et l'effet effectif sur le panier de la ménagère. Parce que quand il y a mobilisation des ressources, quand le Trésor engrange les recettes, il faut s'assurer que la stratégie de redistribution est réelle. Aujourd'hui, nous savons que les recettes ont augmenté de 110% en 7 ans. Mais est-ce que le niveau de vie du Togolais a augmenté? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, pour quelle raison? Peut-être il y a une gestion qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas celle de nourrir le panier de la ménagère. Notre pays vient de très loin, de très très loin. Orius a parlé de la période où le Togo était sous sanction
Mais le Togo a résisté. Pendant cette résistance, il y a eu beaucoup de domaines qui devraient bénéficier de gros investissements, mais qui n'ont pas été faits. Et aujourd'hui, ça devient une urgence. C'est capital. La méthode économique aussi, le choix du type d'économie influence également. Aujourd'hui, presque toutes les sociétés d'État sont aux mains des étrangers. Alors, ça veut dire que les intérêts générés, les bénéfices générés ne bénéficient pas aux Togolais, mais rapatriés vers les pays d'origine de ceux qui ont pris. Le Mali fait partie de ce pays. Voilà. Vous voyez que l'effet de la croissance sur le panier de la ménagère va tarder à se faire sentir. Ça va tarder. Il va falloir atteindre un niveau d'investissement dans les domaines essentiels de la vie du pays. Je veux parler de la sécurité, je veux parler de la santé, je veux parler de l'éducation, je veux parler des infrastructures. Et il faut que ces investissements prennent effet, ou du moins la modernisation du pays soit effective pour permettre les bénéfices sur les activités liées à cette modernisation et sentir enfin le bénéfice ou bien l'effet sur l'économie ou bien le panier de la ménagère. Sans cela, si nous ne sommes pas patients, ou bien on décide de se partager ce qui rentre et là, nous aurons faim demain, ou bien on patiente un peu pour semer et récolter mieux et tuer la faim dans notre milieu. Vous avez une minute. Oui, oui. Vous savez, il y a un contraste qui s'est véritablement établi. Et cette année, on a parlé de taux d'inflation qui est à un niveau exponentiel. Le Togo a atteint un niveau d'inflation vraiment pas possible. Donc le gouvernement en est conscient, a même fait une sortie dans ce sens pour nous situer le cas du Togo par rapport à l'inflation. Aujourd'hui, on nous parle que OTR a fait des recettes de plus de 70% des recettes. Mais quand vous prenez la marge de ces recettes aujourd'hui, c'est vrai, l'OTR l'a fait, mais rentrer dans les secteurs prioritaires, comme on le dit. Je sais que l'État a encouragé quand même le secteur informel à s'y mettre. Aujourd'hui, créer une entreprise en 24 heures, tu as ton entreprise, mais rentrer dans l'effectivité. Les gens ont créé des entreprises et ont fermé. Parce que l'OTR veut se faire de l'argent sur le tout dos de ces micro-projets-là, ces micro-projets-là. Aujourd'hui, on harcèle même les jeunes entrepreneurs qui sont déjà installés ou qui veulent s'installer. On n'encourage pas ces jeunes-là à entreprendre. Mais on a créé une plateforme sur laquelle les jeunes peuvent s'inscrire et créer des entreprises, enfin, faire des formalités de création d'entreprises. Maintenant, une fois installé, on va vous assurer avec tous les mots possibles. Et pourquoi vous pouvez gérer ça? Donc, c'est pourquoi, justement, je dis il y a eu des phasages. Aujourd'hui, on dit OTR fait des recettes. Ces recettes-là, c'est de qui? C'est des contribuables togolais qui les payent. Maintenant, où vont ces recettes? Ces fonds-là vont où? Est-ce que c'est reversé justement dans le développement du pays? Est-ce que la corruption est comment l'appelle-t-on? Aujourd'hui, l'épine dorsale même de tout le problème togolais, c'est la corruption. Je viens. On est presque à la fin. On va réserver ce sujet pour vendredi prochain. Parce que s'il y avait cette corruption, comme on le dit, à ce degré qu'on le dit, on n'aurait pas... Non, je ne parle pas de l'OTR. Je parle de l'OTR a fait des recettes. Il dit l'OTR a fait des recettes. Maintenant, est-ce qu'on envoie? Quand il y a des projets de développement qu'on remet à une entreprise de développement, vous n'allez pas faire le contrôle. Il faut un suivi. Mais alors, il y a... Bien sûr, mais tous les citoyens sont appelés à suivre. Attention. Peut-être vous parlez de la passation des marchés. Oui. Peut-être au niveau de la passation des marchés. Lorsque la directive de l'UEMOA est appliquée dans son intégralité, on ne peut plus se plaindre. Bon, maintenant, mais alors, c'est un choix. Un exemple. C'est un choix. La route le Gaugan, dont on a parlé longtemps, où sont partis les fonds?
Est-ce que jusque-là, l'enquête a abouti? Mais alors, Les fonds sont dilapidés, vous posez non? un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. C'est pourquoi je dis que c'est intéressant. On va revenir la semaine prochaine. Vous posez un autre problème. On manque cruellement de temps. Ouais, l'actualité a Qu'un bouffé. opérateur détourne un fonds investi, c'est différent de la corruption. Oui, l'actualité a c'est bouffé différent. notre temps. On va revenir la semaine prochaine. C'est un sujet passionnant. De fonds.